C'est au milieu de ces rues sombres que s'engage alors le premier jeu du chat et de la souris. Célina saute dans un taxi pour rejoindre à son appartement sa petite amie, qui n'est autre qu'Annika, la jeune femme au bras du maire sur les photos et que tout le monde recherche. On nous présente la jeune serveuse forte et pleine d'assurance en seulement quelques phrases et quelques regards. C'est la gracieuse Zoe Kravitz qui donne vie à cette Selina Kyle nouvelle version, avec un aplomb qui saute aux yeux dès les premières secondes. Derrière, c'est Bruce Wayne, version motard et sac à dos, qui lui emboîte le pas en fourchant son deux roues. Il termine sa course posté face à la fenêtre de l'appartement de celle qu'il suivait. On la découvre alors changeant de peau, passant d'un habit de serveuse à celui de chapardeuse. Et pour la première fois, Catwoman fait son apparition à l'image. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans le film, le nom Catwoman ne sera jamais prononcé, un peu comme ça avait été le cas dans les films de Nolan. Nos deux héros déguisés se retrouvent enfin face à face, dans l'appartement luxe du maire à quelques rues de là, où la féline est venue reprendre le passeport de sa colocataire, espérant pouvoir lui offrir ainsi la liberté. Les deux protagonistes s'affrontent d'abord, avant de se protéger mutuellement d'un vigile, attiré par leur bruit. Un premier contact électrique, à l'image de ce que sera leur relation tout au long du film. C'est finalement dans l'appartement de Célina, retrouvé vide de la présence d'Annika, qu'ils se rejoignent et entament un premier véritable dialogue. Le premier lien entre les deux personnages est donc établi, et il va se renforcer tout au long du film. Et c'est notamment à travers celui-ci que les personnages vont évoluer, puisque chacun d'entre eux va venir ébranler les convictions de l'autre. C'est par ailleurs un point essentiel dans la mécanique de Matt Reeves et dans ce film, faire reculer les convictions de ses personnages. En cela, les échanges entre Selina et Bruce forment tout au long du film une évolution intéressante de leur personnalité et de leur trajectoire. Si Batman est arc-bouté sur quelques principes, dont celui de ne pas tuer que l'on a évoqué plus tôt, il occupe pourtant une posture pour le moins problématique. Car incarner une vengeance aveugle pour réparer la mort de ses parents ne peut légitimement pas être considéré juste par la société. En faisant partir Batman d'une volonté vengeresse, Reeves l'oblige ainsi à évoluer pour l'amener sur le chemin de la justice. Et pour ce faire, il lui impose sur sa route des antagonistes, mais aussi et surtout des alliés qui pointeront du doigt ses contradictions et pour lesquels il sera à son tour amené à influer les choix. Selina en est le meilleur exemple, elle dont les codes n'excluent pas les armes et leur létalité, ne manquera pas de rappeler au chevalier masqué que sa démarche n'est peut-être pas meilleure que la sienne et que par ailleurs, elle ne l'a pas attendu pour agir. Le réalisateur affiche ici son ambition de faire évoluer ses personnages, pour qu'ils changent d'avis, qu'ils se remettent en cause à l'intérieur d'un même film. Là où Christopher Nolan avait posé des repères quasiment immuables, de grands principes auxquels le Batman ne dérogeait jamais, ou à de rares exceptions sur l'ensemble des trois films, ici on comprend que tout est en mouvement, les personnages et le monde qui les entoure. Rien n'est figé, rien n'est fixe et tout peut évoluer. Le début de la discussion entre Bruce et Selina est finalement interrompu par la diffusion à la télévision de la vidéo du commissaire Ferns torturé par le Riddler. Une deuxième victime déjà, qui va faire avancer le film. Again and again and again until our day of judgment, when the truth about our city will finally be unmasked. Goodbye. L'occasion pour le Chevalier Noir de demander à Selina de l'aider à s'introduire à nouveau dans l'Iceberg Lounge, lui promettant au passage de l'aider à retrouver Annika, comprenant ainsi que toutes les affaires sont liées. Batman et Gordon se retrouvent la scène suivante devant l'engin de torture qui entourait la tête du commissaire quelques heures plus tôt. Ils découvrent à l'intérieur une nouvelle lettre adressée au Batman et avec elle une nouvelle injonction. Cette fois-ci, il est question d'un rat, comprenez un indique, que le Batman devra conduire à la lumière. Un deuxième indice, mais un puzzle toujours aussi informe pour notre duo encore incrédule face à cette curieuse demande. À ce moment du film, soit après environ 45 minutes, tous les arcs principaux sont ouverts, et chacun des personnages tente de résoudre ses propres énigmes. Ainsi, Selina essaye de retrouver Annika, tandis que la police, elle, cherche à retrouver le Riddler et l'arrêter pour qu'il cesse ses massacres. De son côté, le Batman cherche lui aussi à comprendre les intérêts du Riddler, à le mettre hors d'état de nuire, mais surtout à comprendre pourquoi ce dernier essaye de lui parler à travers ses lettres qu'il pose méticuleusement dans chacune des scènes de crime. À ce stade de l'enquête, personne ne comprend encore que les implications sont beaucoup plus larges que le film ne va nous dévoiler dans les scènes suivantes. Pour fouiller un peu plus, le Batman demande donc à Selina d'être ses yeux dans le sous-sol de l'Iceberg Lounge.
Si elle est d'abord un peu réticente à l'idée, elle finit par accepter le deal et se rend donc sur place équipée des lentilles numériques qui servent de caméra à Bruce depuis son poste d'observation. Et c'est durant cette soirée que l'on découvre pour la première fois Giles Colson, le procureur de la ville, fervent consommateur de la drogue locale. Celui-ci va se pencher quelque peu sur la situation, révélant au passage partiellement un vaste trafic mêlant notables, policiers et politiques, et évoquant également l'existence du fameux rat mentionné dans la dernière lettre du Riddler. There was a rat informant. We have big-time information on Salvatore Maroni. That's how we got him out of the drops business. Tandis que Bruce veut en savoir plus, Selina, elle, se met en piste d'une jeune femme qui évoque rapidement la disparition d'Annika. Where's Annika? Out of my face. I don't know. Yeah, but you know her. Who took her? What have you heard? Is she okay? Just keep your voice down. What, you got a death wish? Cette dernière n'aura pas le temps de lui donner plus de détails avant qu'un certain Carmine Falcone ne fasse son entrée dans la boîte de nuit. Le parrain de la pègre, qui reconnaît immédiatement la jeune serveuse et échange avec elle quelques mots. On devine que les deux se connaissent, et cela entraîne d'ailleurs chez Bruce une réaction presque jalouse qui conduit à vexer Selina, qui coupe court à leur échange en arrachant les lentilles. Un premier coup de griffe entre nos deux héros. Pendant ce temps-là, Colson lui sort de la boîte en suivant Selina, qu'il espère convaincre de rentrer avec lui. Après avoir échoué dans sa tentative, il rejoint son véhicule garé à quelques pas, dans lequel l'attend, caché, le Riddler. Après lui avoir fracassé le crâne à coups d'appui-tête, il lui enfile un collier d'explosifs. Une troisième cible pour le Riddler, qui continue ainsi d'agrandir sa collection de corrompus. Le film explore avec minutie la corruption et les liens invisibles entre mafia, police et politique. Un thème récurrent dans les Batman, aussi bien traité dans les comics que dans les différentes adaptations au cinéma. C'était notamment le cas au cœur du deuxième volet de la saga de Christopher Nolan et des liens entre la police et trafiquants qui conduiront notamment à la mort de Rachel Dawes. Harvey, it's okay. It's all right. Listen. Et ici, Matt Reeves va aller un cran plus loin. Non seulement en pointant du doigt les agissements des policiers pour le compte de la mafia, mais aussi en dénonçant tous ceux qui participent activement à la corruption. Et ainsi, le film va même évoquer le nom de la famille Wayne. À ce stade, soit après environ 1 heure, Bruce Wayne est encore loin d'imaginer l'implication supposée de sa famille dans cette affaire. Et Bruce, justement, on le retrouve aux funérailles du maire, le lendemain en tenue de civil. Une rare apparition à la lumière, au milieu d'une foule dense et dans laquelle les rencontres vont être nombreuses. Il est d'abord interpellé par Falcone, qu'il a cru reconnaître au bras de Selina. Ce dernier le présente alors au pingouin et narre une anecdote au cours de laquelle son père, Thomas Wayne, avait sauvé Carmine en l'opérant sur la table du salon du manoir Wayne pour lui retirer une balle plantée dans son thorax. L'occasion de créer un premier lien entre les deux hommes. Une fois à l'intérieur, Bruce est alpagué par la candidate à la mairie, devenue de fait favorite du scrutin après la mort du maire en place jusqu'alors. Celle-ci lui reproche notamment son inaction pour la ville qui contraste avec la bienfaisance reconnue de ses parents. Finalement, après qu'elles finissent par écourter leur conversation, il aperçoit Jim Gordon. C'est d'ailleurs amusant de noter que la première fois qu'il entend le commissaire, il se retourne naturellement vers lui, comme pour aller lui parler. Évidemment, il se reprend, se rappelant qu'ici il n'est pas vêtu de son bas de costume, et que donc, il est totalement inconnu aux yeux du commissaire. Il surprend cependant quelques-uns des échanges de ce dernier, informant un de ses collègues de la disparition de Colson. Et avant même de pouvoir réagir, un bruit sourd de moteur se fait entendre au loin, et une voiture fait finalement irruption en pleine église pour venir se fracasser sur l'autel, laissant juste le temps à Bruce de se jeter sur le fils du maire, le même dont il avait croisé le regard sur la scène de crime, et ainsi lui éviter la mort. Après quelques secondes suspendues dans le silence, Colson sort du véhicule, chancelant, les bras en l'air, une bombe autour du cou, un téléphone accroché à la main et une lettre destinée au Batman scotchée sur son torse. On évacue alors l'église. Après une ellipse, Batman fait son apparition en même temps qu'un robot de déminage, au milieu de l'édifice totalement vide. La scène est retransmise sur les écrans de la police, sous les yeux médusés des flics, observant l'homme chauve-souris, seul face à Colson et sa bombe, couvert seulement par l'incessante sonnerie du téléphone accroché aux mains du procureur. Après avoir fait lecture de la nouvelle carte qui lui est adressée, il décroche enfin le téléphone et démarre alors un jeu sordide avec le Riddler.
Ce dernier impose 3 devinettes à Coulson, qui doit résoudre en 2 minutes pour obtenir les clés du code permettant de retirer la bombe de son cou. Si le Batman parviendra sans difficulté à trouver la solution de la première et tendre la perche pour la seconde à Coulson, qui révèle alors avoir reçu des pots de vin pour couvrir quelques affaires, celui-ci refusera en revanche de donner la dernière réponse. En l'occurrence le nom du fameux rat, réclamé par son interlocuteur, préférant choisir la mort et protéger ainsi sa famille. Malgré les sommations du Batman, il se mue dans le silence et l'explosion devient aussi inévitable que brutale. Elle entraîne au tapis le Chevalier Noir qui, inconscient, est embarqué par la police. On peut constater ici que Matt Reeves insère au centre du jeu le thème de la famille, et il confronte régulièrement son héros à ce principe si important dans sa construction. Faut-il ici rappeler que Bruce Wayne a fondé sa destinée chevaleresque en réponse au meurtre de ses parents, auquel il a assisté impuissant lorsqu'il était enfant. Ces derniers ont en effet été tués de sang-froid dans une ruelle de Gotham, à la sortie d'un théâtre ou d'un cinéma selon les œuvres. Et c'est au nom de sa famille qu'il agit. Il évoque d'ailleurs lui-même le sens de son combat dans un échange avec Alfred. Et c'est d'ailleurs intéressant de noter que Matt Reeves n'est pas tombé dans la facilité de refaire vivre la mort des parents de Bruce Wayne à travers une nouvelle scène qui a déjà été adaptée des centaines de fois. Non, son approche est beaucoup moins directe et beaucoup moins frontale. Ainsi, il amène régulièrement dans sa mise en scène des face-à-face lourds de sens, comme ceux avec le fils du maire, le jeune orphelin dont le regard transperce celui du Batman. Avec Coulson aussi, qui choisit de mourir plutôt que de balancer le nom du rat et ainsi risquer la vie de sa famille. Mais aussi avec l'histoire de Selina, qui va prendre une tournure inattendue et surtout inédite. De manière plus abstraite, la famille est également le thème abordé avec la corruption et la mafia. Cette famille qui travaille pour garder ses privilèges, quitte à contrecarrer ses idéaux. Insidieusement, le réalisateur américain oblige donc son protagoniste à regarder en face son drame familial et à l'obliger ainsi à se questionner, et il finira même par avouer qu'il ne l'a pas totalement surmonté. L'homme chauve-souris se réveille au commissariat, étonnamment intact alors qu'il était à quelques centimètres de la bombe au moment de son explosion. Oui, à ce moment-là, Matt Reeves a définitivement mis de côté le réalisme. Après un interrogatoire musclé qui manque de virer au pugilat, Gordon remet de l'ordre et organise l'extraction de son bat-équipier. La fuite est ainsi rendue possible grâce à sa complicité avec le commissaire qui le somme de le frapper et de lui prendre les clés pour s'échapper de la cellule. Après une petite cavalcade dans les couloirs du GCPD, où tous les flics tentent de rattraper le fugitif, le Batman nous offre une étonnante cascade pour s'échapper depuis les toits de l'édifice. Transformant son costume en wingsuit, il s'envole maladroitement dans les rues de Gotham après avoir dû surpasser un vertige assez inattendu. Si sur le fond, l'objectif est atteint puisqu'il échappe à ses prédateurs, la forme, elle, laisse clairement à désirer, et ce dans tous les sens du terme. Car on est au-delà de l'atterrissage raté, et a priori, personne ne pourrait réchapper vivant d'un choc pareil. Ah, je vous avais prévenu, ce Batman-là n'est définitivement pas celui des autres films. Cela nous rappelle aussi d'ailleurs que l'on a affaire à un jeune Batman, pas encore en totale possession de ses moyens. Mais plus largement, c'est tout simplement l'un des rares plans du film qui ne fonctionne pas du tout. Et pour cause, c'est l'un des seuls où le numérique prend totalement le pas sur le réel, et c'est peu dire que ça se voit. On aura d'ailleurs un problème quasi similaire à la fin du film, avec un mouvement très peu naturel du Chevalier Noir, qui n'a pour autant pas été sans me rappeler celui de son alter ego dans les jeux Batman Arkham, dont on parlera peut-être ici un jour. Après cet envolée spectaculaire, Gordon et Batman se retrouvent finalement autour du Bat-Signal pour parler de la suite de leur enquête. On laissera de côté l'incohérence totale d'allumer le Bat-Signal alors qu'il vient de s'échapper du GCPD et qu'il est a priori poursuivi. Oui non, je vous ai dit, le film n'est clairement pas parfait. Les deux hommes arrivent donc à la conclusion qu'il serait de bon ton de s'intéresser de près aux activités du Pingouin. Ils prennent donc ce dernier en filature, à la sortie de l'Iceberg Lounge, toujours sous une invariable pluie. Et c'est dans une usine de recyclage qu'ils constatent une transaction de collyre dans un labo clandestin, comprenant ainsi que le trafic, supposément arrêté sous la mandature du maire, n'a en réalité peut-être pas totalement cessé. Mais alors qu'ils attendent pour agir, Selina fait son entrée en jeu. Arrivant par l'arrière, elle dérobe un sac rempli de liasses dans une voiture. Après avoir été surprise par le Chevalier Noir, elle découvre avec horreur le corps sans vie d'Annika dans le même coffre. Finalement, les deux sont interrompus par le Pingouin et ses sbires. S'ensuit un long échange de coups de feu, menant finalement à une course-poursuite. Et pour la première fois, la Batmobile est de sortie.
si elle est plus sobre que celle jusqu'alors présentée au cinéma, elle n'en est pas moins rapide. À l'issue d'une longue scène, dont le rythme et la mise en scène sont à souligner, le chevalier masqué vient à bout de la voiture du pingouin. Et c'est là que le film nous offre son plan le plus mythique, du point de vue de l'éclopé dont la voiture est retournée, observant ainsi le Batman arriver doucement vers lui, à l'envers. Un plan qui devient instantanément iconique. Décidément, Matt Reeves sait vraiment magnifier ses plans. Bon, ce plan-là, il a été repris un peu partout depuis, notamment dans la communication autour du film. Clairement, on peut dire que de ce point de vue-là, Matt Reeves a parfaitement réussi son boulot. Pendant ce temps-là, Selina s'est enfuie avec l'argent et Gordon rejoint la chauve-souris et le pingouin pour un interrogatoire improvisé sur un parking. Et c'est de cours de celui-ci que les deux enquêteurs, avec l'aide de Cobblepot, vont comprendre que leur première lecture des indices n'était que partiellement bonne. On peut noter ici d'ailleurs qu'à la première vision, la révélation est un peu laborieuse, jouant sur de l'espagnol et la différence entre elle et la dans la langue d'Almodovar. Ils finissent tout de même par comprendre que c'est en réalité un URL qu'il fallait trouver. Et celui-ci les conduit à un échange direct avec le Riddler sous forme de message. Il annonce, encore avec une devinette, sa prochaine cible comme étant un orphelin, ce qui conduit nos hommes à l'ancien orphelinat de Gotham, celui des Wayne. Ils s'y rendent après avoir pris soin de laisser leur proie ligotée sur place. Amusant d'ailleurs de noter qu'en s'agitant pour essayer de les retenir, la démarche de Colin Farrell, grimé, n'est pas sans rappeler celle d'un pingouin. Définitivement, aucun détail n'est laissé au hasard. Il me semble intéressant de faire une petite pause dans le récit pour parler de la mise en scène générale. Si j'ai déjà assez longuement loué les lumières de Greg Fraser, je voudrais qu'on s'attarde un peu plus sur la mise en scène globale de Matt Reeves avec laquelle il raconte son histoire. Comme on l'a déjà évoqué, l'histoire est très largement magnifiée par des plans qui sont tous très travaillés, à la fois autour du point dans l'image que dans le cadrage. Et par-dessus tout, il s'applique à rendre chaque détail important. Et c'est grâce à cette minutie qu'il parvient à compter au palmarès de ce seul film plusieurs plans marquants, ce qui fait souvent défaut à beaucoup d'œuvres du genre et le différencie encore un peu davantage de la concurrence. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, Matt Reeves n'habille pas ses idées seulement de lumière. Non. Il y a une chose que jusqu'à maintenant on a gardée sous silence et qu'il est temps d'évoquer. La musique. Et après l'incroyable score réalisé par Hans Zimmer sur la trilogie de Christopher Nolan, ou encore le célèbre thème de Danny Elfman dans les années 80 pour les films de Burton, il est peu dire que de venir passer derrière eux était une tâche absolument immense. Et pour la relever, Matt Reeves a fait confiance à celui avec qui il travaille depuis des années, Michael Giacchino. Et je mentirais si je disais que je connaissais toute sa discographie au moment de la sortie du film, mais quand on y regarde de plus près, il ne faut pas longtemps pour classer le bonhomme. À son palmarès, le compositeur de 55 ans compte notamment dans ses œuvres les musiques de quelques Pixar et non des moindres. On retrouve notamment Les Indestructibles, Là-haut ou encore Ratatouille. Il a également fait ses preuves dans d'autres genres avec quelques collaborations avec un certain J.J. Abrams. On le retrouve ainsi à la manœuvre pour Super 8, ces deux Star Trek ou encore Mission Impossible 3. Plus récemment, il avait également marqué avec l'excellent score de Rogue One de Gareth Edwards ou encore les Spider-Man de John Watts. Le CV était donc suffisant pour donner envie de croire que le garçon avait les épaules pour relever pareil défi. Alors que dire ? Eh bien en ce qui me concerne, je classe tout simplement la musique tout en haut des choses les plus réussies de cette adaptation, ni plus ni moins. À mon sens, Michael Giacchino a parfaitement compris les enjeux et la volonté de Matt Reeves. Il offre donc un score lourd, chaud et fiévreux, et à l'exception du thème de Catwoman qui est un peu plus léger, l'ensemble est très sombre, un peu à l'image du maquillage autour des yeux de Bruce Wayne. Bref, Michael Giacchino a parfaitement compris ce qu'il fallait faire, et Matt Reeves a su parfaitement utiliser la musique, qui s'efface parfois, notamment lors de la première apparition du Batman, montrant que le score est utilisé aussi intelligemment qu'il n'a été créé. Et c'est avec quelques notes de musique justement que le film continue son chemin, accompagnant nos deux protagonistes dans un vieil orphelinat décrépit et en partie peuplé de squatteurs accros au collier, dont les ravages sont d'ailleurs régulièrement ramenés à la face de l'écran. Les deux hommes se dirigent vers une salle qui projette sur un mur le discours de candidature à la mairie d'un certain Thomas Wayne, brandissant son fameux plan de relance comme totem de son engagement, promettant son versement même en cas de défaite. Sur le mur, la peinture coulante dénonce les péchés du père et indique que c'est désormais au fils de les payer. La dernière victime est donc clairement identifiée, et avant même que Gordon ne mette un nom sur celle-ci, le Batman a déjà sauté dans sa Batmobile, comprenant que si Bruce Wayne n'est pas à son manoir, le danger est porté sur Alfred. Et malgré un coup de téléphone désespéré depuis la Batmobile, et là aussi dans une mise en scène intelligente qui laisse le doute sur la temporalité, il est bien trop tard.
Le petit colis explosif a bien été reçu et a déjà fait son œuvre, laissant derrière lui un mot adressé au Batman, protégé dans une enveloppe inifugée et envoyant le majordome sur un lit d'hôpital. Le vieil homme, qui apparaît soudain plus âgé et fragile, gît sans conscience sous les yeux de Bruce. Ce dernier décide alors de reprendre tous les éléments depuis le début pour dépoussiérer son enquête et trouver des liens manquants. Une activité qu'il choisit étrangement de réaliser torse nu. Pourquoi pas ? C'est donc tout muscle dehors qu'il met en lumière une piste jusqu'alors pas suivie, la relance. Alors en pleine réflexion, le détective est interrompu par Selina qui rallume les lentilles numériques qu'il lui avait confiées plus tôt. Elle demande alors à lui parler et lui donne rendez-vous sur le toit de l'immeuble abritant le Bat-Signal pour un nouveau rencard. Et après quelques écharpements, c'est durant cet échange que la chapardeuse va avouer à un Bruce stupéfait que Falcone n'est autre que son père. And a lot more. No, really. Why's that? You know what? I can't even talk to you. No. I want to know why a guy like Falcone would owe you anything. Because he's my father! Une révélation détonnante et qui se détache des œuvres originales, une bonne chose à mon sens puisque cela vient ajouter une couche de complexité au personnage de Selina qui était jusqu'alors déjà bien écrit. Si lui ne se laisse pas aller aux révélations sur son identité, il admet cependant des séquelles profondes que la féline avait devinées sous son masque. Elle lui demande alors de l'aider à appréhender Kenzie, le flic qui transportait Annika dans son coffre, en juste retour de l'aide qu'elle lui a fournie un peu plus tôt dans le club du Pingouin. If I can find that dickbag Kenzie, will you help me? Just don't make any moves without me, understand? It's so more dangerous than you know. Un baiser plus tard, nos deux héros repartent chacun de leur côté. Baiser dont certains ont d'ailleurs remis en cause la légitimité puisque Selina était présentée en début de film comme la petite amie d'Annika. Selina part donc en quête de retrouver Kenzie et Batman de résoudre son enquête. Et c'est une énième vidéo du Riddler, induisant que Thomas Wayne avait fait tuer un journaliste pour cacher des informations compromettantes, qui va le conduire jusque dans les bureaux de Falcone pour des explications. Ce dernier va alors le recevoir dans ses bureaux pour une entrevue. Et c'est au cours de celle-ci qu'il va lui confirmer qu'il a bien tué un journaliste après que son père ne soit venu le trouver, paniqué, pour l'aider à protéger sa campagne électorale à pelle lancée. Your father wanted me to handle it, so I did. Il va pousser même les choses un peu plus loin, expliquant qu'à la suite de cela, l'autre parrain de la pègre de Gotham, Maroni, craignant de ne plus avoir de prise sur le potentiel futur maire de la ville, avait alors décidé de le faire éliminer. Porter Maroney was worried that your father would be in my pocket. He would have done anything to keep him from becoming mayor. You understand? Pour Bruce, le choc est aussi violent qu'inattendu. Car au-delà de devoir endosser une réponse qu'il n'osait certainement plus espérer quant au commanditaire de la mort de ses parents, pour Bruce Wayne, il faut accepter le choc. Car cette révélation remet en cause la construction profonde de son combat. Son père, figure emblématique du bien, se transforme soudainement en homme sans vertu, prêt à tuer pour sauver sa carrière politique. Un monde qui s'écroule pour Bruce, dont le combat repose à présent sur un champ de ruines. En sortant de cet échange retentissant, le jeune milliardaire retourne au chevet d'Alfred, après un rapide passage au manoir, pour explorer la chambre de ses parents, qui semble être restée intacte depuis leur mort. Il retrouve finalement son majordome à son réveil. Et cette scène va illustrer selon moi un des problèmes du film, léger certes, mais qu'il me semble important d'aborder. En effet, Matt Reeves a tendance à refermer trop rapidement des portes à peine ouvertes. Conséquence, là où on pourrait se laisser avoir dans des fausses pistes ou encore de nouvelles croyances, le réalisateur américain a tendance à nous couper l'herbe sous le pied, ainsi qu'à ses personnages, ne nous laissant pas le temps de profiter. Ici, l'exemple est probant, puisqu'à peine sorti de son rendez-vous avec Falcone et ses révélations, Alfred va en quelques phrases venir apporter une toute autre version des faits. Oui, Thomas Wayne a bien demandé à Falcone de faire peur à ce journaliste, mais en aucun cas de le tuer. Mais par-dessus tout, Thomas a fait cette demande pour protéger sa femme et sa famille, et en aucun cas sa campagne électorale, qu'il était prêt à abandonner sur le champ. Preuve en est, quand il a appris que Falcone avait franchi la ligne rouge, il l'a menacé d'aller tout raconter à la police pour tout avouer. He told Falcone he was going to the police, that he would confess everything. And that night, your father and your mother were killed. Et voilà qu'en quelques minutes, la tentative de Falcone est balayée d'un revers de main par Alfred. Si sur le principe la mécanique est intéressante, ce qui chagrine ici c'est le timing, parce que Matt Reeves ne nous laisse pas le temps de digérer cette information. Et paradoxalement, le film durant près de 3 heures, et ayant été, pour certains en tout cas, critiqué comme étant trop long, le film se précipite dans un retournement de situation qui, à mes yeux, aurait nécessité un peu plus de temps.
Là où Nolan excellait dans sa capacité à faire croire jusqu'au bout au spectateur à de fausses pistes, comme ce fut le cas par exemple lors de la révélation de l'identité de Miranda Tate dans The Dark Knight Rises, je regrette ici que Matt Reeves ne nous laisse pas le temps d'accepter une remise en cause profonde d'un des fondements de la saga, en l'occurrence la vertu des parents de Bruce. Ainsi, lorsqu'Alfred remet les choses à leur place, on peut regretter de ne pas avoir pu ne serait-ce qu'entrevoir les conséquences du mensonge sur le héros. Pour autant qu'on se le dise, ce type d'erreur ne gâche pas le plaisir du film. Mais tout de même, elles sont à souligner et elles rappellent à Matt Reeves qu'il a encore une petite marge de progression. Et finalement, c'est peut-être ça qu'on va retenir pour une éventuelle suite.